parmi nous. Merci encore d'avoir accepté d'être ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Petite remarque, vous avez bien fait de ne pas remonter plus bas qu'avant. Oui, oui. Les gens prendraient à coup sûr pour un fossile. Non, non. Et nous de même. Hein. Voilà. Plus récent. Plus récent. Ceci étant dit, j'ai beaucoup de plaisir à être parmi vous. Je remercie Yassine et tous les collègues des CODEF qui ont bien voulu m'inviter à donner un peu mon avis sur ce que je crois être bon pour le développement durable en général et pour l'Algérie en particulier. Donc je parlerai de l'Algérie avec votre permission en fin de parcours, j'allais dire. L'école polytechnique est pour moi un symbole. Ibn Ali a bien insisté sur le fait que j'étais à une certaine période de ma vie directeur de l'école polytechnique et j'étais venu ici, Polytechnique de Montréal, et j'ai fait une convention avec l'école polytechnique de Montréal et l'école polytechnique d'Alger. C'est allé même plus loin, parce que depuis une époque où l'université algérienne avait un cap. Vous savez que l'école polytechnique elle a bénéficié du plan UNESCO. Après 62, la plupart des Français étant partis, nous avions besoin d'experts. Donc l'école polytechnique a ouvert ses portes en 1963. Et j'ai mon aîné qui est là, première promotion de 65, c'est mon aîné, et avec des experts de l'UNESCO. Bien. Ensuite, il y a un deuxième projet d'experts de l'UNESCO, et ensuite, bon, plus rien. Il se trouve que c'était 83-84, et je me suis dit, pourquoi ne pas trouver, en quelque sorte, un nouveau point d'ancrage. J'étais venu donc au Canada, après avoir visité évidemment plusieurs universités américaines, dont MIT, Caltech, Stanford, et même le CNA. Donc je suis resté à Polytechnique de Montréal, et j'avais trouvé une orientation, et j'étais prêt à l'accompagner avec un financement de l'ACDI, l'agence canadienne pour le développement industriel. Ça a marché. Pendant 5 ans, il y a eu des experts, ils ont formé en quelque sorte les Algériens, parce que la post-graduation chez nous n'était pas encore bien arrimée. Nous avons hérité de l'université française avec ses travers, à savoir que la formation d'ingénieur n'était pas bien vue. Il fallait des fondamentalistes. Un fondamentaliste au sens. Vous avez compris. Bien. Il y avait des fondamentalistes au sens intégriste, et là j'exagère. Il y avait des sens exacts. On avait un recteur, M. Touri, Rachid Touri, qui est amateur. À Polytechnique, M. Ajbera. Alors que nous faisions partie de l'Université d'Alger, et pour la petite histoire, l'école polytechnique a été créée en 1917. Voilà un siècle. Je fête avec vous un siècle. L'Université d'Alger, 1909, donc quelques années auparavant. L'Institut national agronomique, 1912. Donc voilà le viatique au passage que nous a laissé la France. En 132 ans de bons et loyaux services, d'œuvres positives, nous avons eu 1 millier de problèmes, en tout et pour tout. 1 millier de problèmes. C'est-à-dire que pratiquement rien. Farhat Abbas disait dans un de ses commentaires que de 54 à 62, le FLN a formé 1500. Vous voyez, dans quelques années d'un côté, avec la volonté de sortir d'ornière, et 132 ans d'œuvres positives, entre guillemets, nous avons eu 350 médecins, 250 avocats, une centaine d'instituteurs, et vous remarquerez au passage 5 ingénieurs, dont le plus prestigieux a été éliminé par l'OAS le 15 mars 1962. Il s'agit du polytechnicien Saleh Bouapouir, qui est connu. Voilà donc la force de frappe en technologie de l'Algérie en 1962. Le Hadj Abdeslam, il avait le difficile privilège de l'ouvrir l'école polytechnique. C'était l'école d'ingénieurs d'Alger. Les Français s'étaient barrés, il fallait partir, il fallait commencer. Nous avons commencé. D'abord, c'est difficile d'avoir des élèves.
parce que c'était en novembre. Et il fallait démarrer non pas en première année, mais en deuxième ou en troisième année. C'est des gens qui avaient fait MPC, NGP, MPC, maths, physique, chimie, mathématiques générales et physique, et qui étaient rentrés. Donc c'est le premier viatique, le V0, le fameux V0 de l'école polytechnique, qui a démarré de cette façon-là. Et petit à petit, donc, Hadj Abdeslam a pris l'école jusqu'en 83. Et j'ai eu le difficile privilège de prendre son héritage en 83. Je venais de Sétif, j'étais recteur à Sétif. Et donc, tant bien que mal, on a mis l'école polytechnique sur rail. Je ne fais pas de publicité pour l'école polytechnique, mais c'est une école de qualité. En ce sens que nous n'avons pas de grand mérite, ce sont des élèves qui rentrent avec le bac très bien. Et qui, en plus, sont pétillants. Le gros problème, bon, ils ne maîtrisent peut-être pas la langue française ou la langue arabe, mais vous savez bien que les mathématiques, c'est une langue à part entière. Donc, pour lui donner une équation, c'est des cas, sont importants. Et de cette façon-là, ils sont tellement brillants qu'à l'âge de 21, 22 ans, ils ne trouvent rien à faire là-bas, le jeu. C'est le gros problème. Une grande partie de mes élèves sont là, ici. Ils sont aux États-Unis. Ils sont un peu partout. Les laboratoires français tournent avec des Algériens. Il faut le savoir. C'est la main-d'œuvre. Chaque année, l'ambassadeur de France en Algérie raquette une vingtaine de milliers d'Algériens, pas simplement d'école polytechnique, mais chaque année. Les 20 000 meilleurs sur les 300 000 candidats, 300 000 diplômés algériens sont bons. Voilà le tragique de la situation. Cette parenthèse étant faite, nous allons revenir à nos moutons. Je vais vous parler un peu de ce que je sais du développement durable. Alors, j'ai l'ambition de vous parler du nouvel ordre. Les défis, les opportunités, un clin d'œil au développement durable et quelques mots concernant notre cher pays. Bien, l'histoire de l'énergie a commencé avec le silex. Il y a 500 000 ans, 700 000 ans, ça dépend. L'invention du feu a été un tournant majeur dans la civilisation. Pour la première fois, l'homme préhistorique, passé du cru au cuit. Donc, civilisationnellement parlant, c'est un tournant. Le feu lui a permis de quoi? D'abord d'être civilisé. Il mange cuit. Ensuite, il se prévenait contre le froid, contre les animaux. C'est les prémices de la civilisation. Ensuite, évidemment, les premières familles, c'est ça. Des milliers d'années ont fait qu'on a continué à utiliser la bougie. Les Romains commençaient avec l'huile, les fameuses lampes à l'huile romaine. Donc il fallait créer à la fois de la luminosité et quelquefois de la chaleur. Et pour l'histoire, on dit qu'au Moyen-Orient, il y a eu des feux. On parle des feux éternels du Moyen-Orient. Et dans la mythologie du Moyen-Orient, on dit que c'était là que l'enfer était. En fait, c'est des combustions du gaz naturel par la foudre. Et là, on dit c'est là-bas, c'est l'enfer. Imaginez comment l'imaginaire des hommes a été formaté par des gens qui ont fait le monopole des religions du Moyen-Orient avant évidemment, des religions monothéistes. Donc tout vient du soleil. Tout vient du soleil. Vous avez l'énergie humaine. Et cette énergie humaine peut être sous-traitée, nous avons ce qu'on appelle les esclaves. C'est une énergie. Mais d'un homme vis-à-vis d'un homme. Vous avez les animaux. Le cheval, c'est une invention de l'homme. La domestication du cheval. À côté de cela, évidemment, il y a l'hydraulique. L'hydraulique, les premiers, tenez bien, les premiers moulins à eau sur le Tigre et l'Euphrate. L'enfance de la civilisation humaine est partie de là-bas. Cette civilisation qui est en train d'être détruite maintenant. Mais elle a jailli là-bas. Sur le long du Tigre et l'Euphrate, il y avait des moulins
qui arrivaient à broyer le blé. Et donc c'était une civilisation. Toutes ces énergies-là sont des énergies intermittentes. Vous avez à côté le charbon, qui est une énergie fossile en théorie non renouvelable. Mais si nous vivons assez longtemps, 500 millions d'années, on pourrait avoir de nouvelles formations du charbon. Donc la notion de non renouvelable, il faut en quelque sorte la nuancer. Vous avez de la même façon le pétrole, qui est venu après. Le charbon, c'est la première révolution industrielle autour de 1800. C'est ce qui a donné l'essor à toutes les nations occidentales pour pouvoir développer leur technologie, leur savoir-faire et prendre une avance décisive sur l'Afrique et les pays du Moyen-Orient. Parce qu'avec le charbon, vous pouvez faire l'acier. Et avec l'acier, vous pouvez faire des canons. La suprématie, c'était le canon. Ensuite, évidemment, il y a le chemin de fer. Vous avez tous vu des films du western avec la locomotive et la vapeur qui sort. C'est du charbon. Donc on brûle du charbon qui nous donne de la vapeur avec un rendement très faible. C'est le début de la thermodynamique. 5%, 10%. Ce n'est que par la suite qu'on a essayé d'améliorer la thermodynamique pour obtenir des rendements autour de 35-40%. Quand vous brûlez 10 litres d'essence, il y a 4 litres qui servent à la mécanique et il y a 6 litres qui servent à chauffer l'atmosphère. Le rendement est très faible. Donc l'une des possibilités de régler la crise énergétique mondiale, c'est d'augmenter les rendements. Ça, c'est l'essor de la technologie. C'est l'un des leviers sur lequel on peut faire plus avec moins. C'est ça le développement durable. Plus avec moins. Et donc, dans ces conditions, la thermodynamique a son rôle à jouer. Bien. Après le charbon, on a vu que c'était une énergie difficile à transporter, sale. Vous avez tous en idée les mines de charbon. On a découvert le pétrole. Comment on a découvert le pétrole?